Ici Mickaël Benilouche. J'organise ce Facebook Live en direct sur ma page chronique d'un maître de conférence qui consiste en fait à faire le point à 100 jours de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats. J'ai décidé d'organiser ce Facebook Live très récemment, c'est-à-dire plus précisément ce matin, parce que je vois fleurir sur les réseaux un certain nombre de questionnements qui sont des questionnements absolument légitimes des étudiants quant à la préparation de cet examen et surtout la façon la plus appropriée pour pouvoir se préparer à 100 jours de l'examen. Il y a plusieurs, à ce titre-là, questions qui sont des questions tout à fait légitimes par rapport à cette préparation. Alors, il ne reste pas absolument 100 jours, je crois que c'est un petit peu plus, 108 jours, je crois. Vous avez eu la semaine dernière les dates précises des différentes formes d'examen. Il y a quelques mois, vous avez eu également quelques précisions sur l'examen en lui-même. Il y avait certaines matières, ce n'était pas tout à fait clair. J'entends par là notamment la matière de droit administratif spécial. On ne savait même pas trop à quoi cela pouvait correspondre. Donc on a quelques précisions. Quelques mois encore auparavant, on a su que les exercices qui étaient proposés étaient tous des cas pratiques. Enfin, plutôt qu'il y avait un cas pratique pour l'épreuve écrite, ça on le savait déjà, pour l'option, et que pour les autres, il s'agissait de formes de consultation écrite. Donc, l'on a comme ça, assez facilement, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a tout de même cette possibilité, cette faculté-là, d'avoir un examen d'entrée au CRFPA qui, ici, offre plus de certitude de ce point de vue-là. Toutefois, et ça c'est un des points qui est les plus délicats, et que je comprends tout à fait que cela puisse poser des difficultés, toutefois, il est vrai que cet examen, là où il pose une difficulté, c'est que la plupart des matières ont vu leur programme être multiplié par 2 pour certaines, voire plus, et que véritablement on risque de se heurter à des difficultés. Et de là sont partis un certain nombre de clichés tout au long de cette préparation. Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'il va falloir un petit peu essayer de faire en sorte de dégrossir le problème. Et la raison pour laquelle je vous fais un Facebook Live et non pas au départ je voulais faire un article sur mon blog, c'est simplement afin de pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Alors j'espère que justement, puisque les questions émanaient alors de 2 groupes spécifiques, le groupe Actualité CRFPA que j'ai l'honneur d'animer, et également le groupe L'Entraide des étudiants en droit, notamment un étudiant Marlon qui à plusieurs reprises j'ai échangé sur cette thématique, craint de passer l'examen à la fin de son M1, et qui justement se retrouve dans une situation où il a ces interrogations-là. Et le choix qu'il va faire et que vous allez faire là conditionne finalement tout à fait la suite. Alors, dans certains IEJ, c'est la période propice pour choisir ces différentes matières. Là, il y a un certain nombre d'interrogations. Une nouvelle fois, en commentaire de cette vidéo, il vous appartient parfaitement d'intervenir. Pour ma part, je suis maître de conférence, j'ai commis l'ouvrage qui est juste derrière moi, Chronique d'un maître de conférence. Dans cet ouvrage, justement, j'y explique un certain nombre, on va dire, d'aspects classiques par rapport à l'œuvre de maître de conférence, mais aussi et surtout, dans cet ouvrage est aussi consacré à essayer d'éclairer un petit peu sur différents points. Pour être également limpide avec vous, je suis directeur des études de Sud-Barreau, donc une prépa privée, mais aussi j'ai travaillé dans de nombreuses prépas pendant des années, et donc je pense, assez à même de pouvoir vous conseiller, surtout que là, je ne vais rien vous proposer d'acheter. Ce que je vous propose simplement de faire, c'est une nouvelle fois de répondre tout simplement à vos questions. Alors, répondre à vos questions de quelle façon, et justement, quelles sont les différentes de faire face, sont des difficultés que vous pouvez rencontrer dans cet examen et que vous pouvez rencontrer par rapport justement à une matière que vous avez choisie. Ce dont il faut se rappeler, c'est que par rapport à l'option que vous avez choisie, il y a une matière procédurale qui a été choisie. Ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que si vous ne passez pas cet examen pour la première fois, vous avez déjà accompli un certain travail en amont. Donc, pour se préparer, il faut non pas regarder ce que fait le voisin, mais au contraire, essayer de voir ce que vous êtes susceptible d'apporter. C'est-à-dire, prenons des étudiants qui auraient, par exemple l'année dernière, choisi l'option de droit fiscal, aujourd'hui disparue, avec la procédure pénale. A priori, on a face à soi un étudiant qui est un étudiant fiscaliste, ça n'a rien à voir avec la procédure. Il a le choix,
avec l'examen nouveau, quelle matière va-t-il choisir? On pourrait penser au droit des affaires, on pourrait penser, pour certains, au droit administratif. Dans ce cas-là, non. L'idée, de façon générale, quelle est-elle? C'est, dans une situation comme celle-ci, de pas du tout nécessairement aller vers ce type de matière, mais d'essayer de réfléchir, de voir les résultats qui ont été obtenus en procédure pénale. Vous avez eu de bons résultats en procédure pénale, ça veut dire que une des matières d'option, et je rajoute à ça le droit des obligations, le programme a déjà été balayé. Pourquoi? Éluder, écarter nécessairement le droit pénal. Ça fait partie justement d'une des discussions qu'on est susceptible d'avoir de ce point de vue-là par rapport à la préparation. Ensuite, s'agissant maintenant plus spécifiquement du meilleur moment pour passer l'examen d'entrée au CRFPA. Il n'y a pas de meilleur moment. Il n'y a pas de meilleur moment, c'est-à-dire que pour certains, on va attendre, on va faire une année dédiée à la fin de son M2 pour préparer l'examen, et on se dit, voilà, ça va marcher. Le problème est la chose suivante, si on fait ça, j'ai mon M1, j'ai mon M2, puis après le M2, je m'inscris à l'IEJ, et je prépare l'examen. Vous allez avoir déjà dans votre CV, nécessairement dans votre année d'IEJ, une année blanche. En plus de ça, si, par extraordinaire, vous ratez votre examen, parce que vous allez vous mettre une pression considérable, pourquoi? Parce que tout au long d'une année, avec quelques cours par-ci par-là, vous allez travailler, eh bien vous risquez de vous rajouter une deuxième année blanche si vous ne réussissez pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse à cette question, elle est délicate. Pour certains, il faut se projeter, on ne sait pas travailler et faire plusieurs choses à la fois. Si vous avez une année dédiée, plutôt que de ne faire que cela, ce que je vous conseille de faire, c'est parallèlement soit de trouver un emploi qui soit en lien, soit de faire un stage dans un cabinet qui vous permette justement de travailler notamment les matières procédurales, notamment la note de synthèse, notamment le droit des obligations et cette épreuve du grand taux. Donc, dans l'hypothèse d'une année dédiée, c'est ça ce qu'il faut faire. Dans l'hypothèse de son M2, on fait dans le cadre de son M2 une préparation à l'IEJ, on y va quand on peut, bon, très bien, on rajoute ça avec une préparation d'été et on optimise ses chances. Ça peut correspondre à un certain nombre de personnes, justement, si à la fin du M1, vous n'avez pas déjà la maturité. Pour ma part, j'exclus absolument pas de conseiller à des étudiants de passer l'examen du CRFPA à l'issue de votre M1. À l'issue de son M1, on est dans une situation qui est une situation assez paradoxale. Aujourd'hui, il y a d'excellents M2 et ces M2 sont spécialisés, voire pour certains d'entre eux sont surspécialisés. Avec un M2 qui est surspécialisé, vous risquez parfois de vous déconnecter progressivement de ces matières généralistes que vous aurez à l'examen, droit des obligations, et cette épreuve redoutable qui est celle du grand oral. Donc, partant de cette considération-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ce qu'il faut faire, à la fin du M1, si vous comptez préparer l'examen tout seul, ça me semble quand même assez improbable. Tout le M1 et la fin, là, pour la plupart d'entre vous, vous avez fini vos examens, la fin doit être effectivement consacrée à la nécessité d'obtenir le meilleur M2 possible. Alors comment est-ce qu'on obtient le meilleur M2 possible? En renforçant son dossier, certainement pas en bossant son CRFPA, en essayant d'obtenir les meilleures notes possibles, voire le cas échéant une mention pour pouvoir obtenir le M2 qu'on veut. Il y a une sélection, tant mieux, ou tant pis. Cette sélection-là, eh bien, elle doit se faire au mérite, et pour avoir le meilleur M1 possible, voilà, il faut le faire à ce moment-là. Donc on se retrouve mi-mai, fin mai, début juin, avec son M1 en poche, et souvent, on est en processus de sélection pour son M2. Doit-on passer à ce moment-là le CRFPA? Là, tout va dépendre. Tout va dépendre de la façon et de la conviction qu'on va y mettre. D'abord, il faut savoir quelque chose. Aujourd'hui, l'examen d'entrée au CRFPA tel qu'il est, il est difficile. Il n'est pas impossible, il est difficile. Sachant qu'il est difficile, le mieux, c'est de se dire, est-ce que je me donne tous les moyens pour réussir? Pour ce faire, se donner tous les moyens, ça va passer par quoi? Tout au long de l'été. Tout au long de l'été, il va falloir que vous travaillez. Si vous n'avez pas la motivation, oubliez. Ce n'est pas la peine de passer le CRFPA. Il existe des formes de préparation à l'examen qui sont des préparations estivales. À ce titre-là, essayez de prendre la préparation estivale qui vous correspond le mieux. Est-elle organisée par votre IEJ? Et est-ce que cela vous correspond en termes de rythme, sur ce qui vous est proposé? Est-ce que c'est organisé dans le privé? Auquel cas, est-ce que la structure en elle-même vous plaît, vous correspond? Pourquoi cet aspect-là? Parce que
L'aspect de préparation spécifique pendant l'été va vous permettre de gagner un temps qui est un temps particulièrement précieux. Ce temps précieux que vous allez gagner, c'est celui de l'organisation. Si vous préparez seul l'examen d'entrée au CRFPA, que va-t-il se passer? Vous allez vous retrouver dans une situation qui est une situation qui n'est pas une situation de confort. Il va falloir d'abord établir un calendrier. Il va falloir ensuite réunir, on va dire, la bibliographie. La bibliographie, on peut prendre n'importe quelle matière de l'examen, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir facilement. La bibliographie, si on prend par exemple l'épreuve de droit pénal général, droit pénal spécial, droit pénal des affaires, droit pénal international, droit pénal européen, droit pénal social. Bon, alors si c'est procédure pénale, exécution des peines ou pénologie. On a quand même déjà 7 fascicules, sans rajouter le droit des obligations, où là c'est régime de l'obligation, droit des contrats et responsabilité civile. Vous voyez, l'acquisition de ces ouvrages, déjà en elle-même, va vous prendre beaucoup de temps. Donc ça, il faut vous mâcher le travail. L'avantage d'une préparation spécifique, quel est-il? C'est que vous allez avoir des supports pédagogiques qui correspondent à l'examen version 2017. Parce que c'est ça votre difficulté. Quand on prend les différentes matières, c'est-à-dire par exemple quand on prend le droit des obligations, aujourd'hui notamment en responsabilité civile, avec la réforme qui est en cours, avec le droit des contrats, avec la réforme qui a été adoptée et dont on a les premières applications, il vous faut impérativement des manuels qui soient à jour, voire on va dire post-à jour, qui soient à jour des derniers éléments. Autre exemple, la procédure civile. Il y a quelques jours à peine, une réforme importante a été adoptée en la matière. Il vous faut un support pédagogique qui soit à jour. Comment est-ce qu'on obtient un support pédagogique qui puisse être à jour? C'est tout simplement, ici, souvent, par le biais d'utiliser ces structures-là. Il y a des structures publiques, privées. Dans le privé, il y a différentes formules, modules. Une nouvelle fois, il faut s'adresser aux différentes personnes, voir ce qui se passe sur les réseaux, et vous ferez parfaitement bien et facilement votre choix. Par soi-même, on va perdre du temps aussi dans l'organisation d'examen. Dans l'organisation d'examen, l'été, vous êtes livré à vous-même. Vous êtes également, au-delà d'être livré à vous-même, dans une situation qui est une situation difficile d'un point de vue personnel. Vos petits camarades partent en vacances, votre famille part en vacances, voire même votre conjoint part en vacances. Comment faire pour se motiver pendant cette période-là? C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Dehors, il fait chaud. Vous pouvez avoir envie d'aller prendre, je ne sais pas, d'aller faire du tennis, d'aller au cinéma, d'aller à la piscine. Quelle que soit l'activité que vous avez envie de faire, on a envie de tout sauf de travailler. Une structure qui est une structure privée ou publique pour préparer pendant cette période-là va vous donner un cadre. Ce cadre-là, il va vous conduire justement à essayer et à pouvoir approfondir. Après, la difficulté, c'est effectivement, il va y avoir une grande fatigue qui va s'instaurer. C'est la raison pour laquelle, si vous optez pour cette solution-là, juste avant le début de votre préparation privée, prenez quelques jours de break total. Ce break total va être destiné à vous permettre les différents éléments. Et puis, quand on regarde les dates de l'examen, on se rend bien compte que vous allez avoir les écrits du CRFPA, puis votre intégration dans votre M2, puis les résultats des écrits, et que votre M2 va courir de cette façon-là. C'est difficile, mais c'est un point, à mon avis, qui me paraît important. Maintenant, une autre question se pose beaucoup, et là je dois avouer être un petit peu en colère, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui vous donnent des conseils ne savent pas. Moi non plus, je ne sais pas de quoi sera faite la mouture 2017. Alors, dans ce cas-là, je vais me rattacher à des éléments qui sont des éléments connus de tous. Actuellement, il semblerait que, d'après les informations qui ont été communiquées ici ou là, il y ait moins d'étudiants inscrits dans les IEJ cette année, car les étudiants ont eu peur de s'inscrire et de passer cette année le CRFPA. Pourquoi? Parce qu'il y a une crainte de leur part. Cette crainte, c'est quoi? C'est qu'ils ont peur de cet examen nouvelle version. On a vu apparaître ici ou là le fait de qualifier cette génération, la génération crash test, pour tester cet examen. Quand on rapproche ces deux éléments-là, l'examen est nouveau. L'objectif de la profession, c'est qu'il y ait moins d'avocats. Il y a 40% d'étudiants en moins. Finalement, déjà, dès avant les résultats, on sait que l'objectif, qui était l'objectif voulu par les pouvoirs publics, a été réalisé. Partant de cette considération-là, si on a un taux de réussite équivalent à celui de l'année dernière,
on aura par définition 40% d'étudiants en moins. Donc il n'y aura pas besoin ici d'être plus sévère à la correction. En plus de ça, il faut quand même penser que vous avez une commission nationale et que cette commission nationale, elle n'envisage pas non plus de créer des années sans avocat. Donc il va de soi que vous allez avoir comme ça un certain nombre d'éléments qui sont des éléments spécifiques. Ensuite, la nationalisation n'a pas été poussée jusqu'au bout. Non, les corrections de copie continuent de se dérouler IEJ par IEJ. Dès lors, dès qu'on a fait ces premières remarques-là, on se rend compte tout de même que cette année, il y a une petite prise de risque à passer, et le passer en fin de M1, c'est une autre petite prise de risque, mais après tout, qu'est-ce qu'on a à y perdre? Une chance de passer l'examen, en dehors de ça. En dehors de ça, pour ma part, dans mes différentes activités, je suis conduit à côtoyer des étudiants qui l'ont passé 2 fois, qui l'ont passé 3 fois cet examen. Ils l'ont passé 2 fois, ils l'ont passé 3 fois, c'est très dur de faire les 3 fois à la suite. C'est très dur. Donc si vous vous dites, tiens, je vais repousser ma première fois, le cas échéant, en cas d'échec, vous repoussez aussi les fois suivantes. Et ça, c'est un élément qui est un élément tout à fait délicat à faire. Donc, il faut que vous arriviez à vous rassurer. Après, ce n'est pas évident. C'est pas évident, cet examen, d'y aller de cette façon-là. Alors, y aller la fleur au fusil en fin de M1, ça, je vais le déconseiller. Non pas que j'incite particulièrement à faire telle ou telle structure, c'est pas du tout le cas et c'est pas l'objet de ce Facebook Live. Des vidéos promotionnelles, elles sont faites par ailleurs, elles sont très bien faites. Là, ce que je vous dis simplement, c'est que si en fin de M1, vous décidez de essayer de vous préparer tout seul, je ne pense pas que ce soit un calcul qui est peut-être un calcul intéressant, parce que vous risquez de vous heurter à un élément qui est un élément considérable. Cet élément considérable, c'est justement d'essayer de passer un examen, qui est un examen ici, qui va être trop dur, psychologiquement, et notamment dans la gestion du stress. L'avantage de ces formes de structure qui existent, c'est de vous préparer notamment de faire des exercices dans des conditions d'examen. Il n'est pas peu fréquent de voir des étudiants qui arrivent à l'examen et qui passent à l'examen pour la première fois de leur vie une épreuve écrite de 5 heures. Une épreuve écrite de 5 heures, il faut également s'y préparer. S'y préparer, et notamment dans la préparation, être capable de faire en sorte de réussir cette épreuve et de ne pas avoir une fringale à un moment donné. Tout ça, ça se prépare. On n'est pas égaux par rapport aux différents exercices qui ont trait à ça. Ça permet justement de faire le point sur les connaissances dont on dispose, de faire le point aussi sur les différentes méthodologies, le cas échéant, qui sont possibles et qui sont envisageables. Voilà, pour répondre à cette première question, et pour résumer, fin de M1, est-ce que je passe le CRFPA? Si j'ai un M2 l'année suivante, à mon sens, oui, si on renforce la préparation et qu'on est aidé et soutenu durant cette préparation. Après, j'ai vu fleurir ça et là, pourquoi pas, des petits groupes de travail, très bien, c'est une bonne idée, mais il faut une grande régularité et de la discipline pour réussir. Une année dédiée pour autant, pourquoi pas une nouvelle fois, mais pour cela, il faut se connaître. Il faut savoir ce que l'on ambitionne. Pourquoi ne pas le passer, par exemple, à la fin du M2? Ça peut être un calcul qui est adéquat, sauf si, par exemple, vous ambitionnez également par ailleurs d'entamer une carrière universitaire, auquel cas il est indispensable d'essayer de finir dans les tout premiers. Donc là, on met le paquet sur son M2. Une nouvelle fois, il faut définir ces différents aspects. Alors comment est-ce que de façon plus générale, on peut, par la suite, essayer de faire en sorte de prendre, de récupérer des conseils, et ainsi de suite. Alors, il faut faire très attention ici, parce que fleurissent, ça et là, des gens qui vont vous conseiller, et qui vont vous conseiller en se présentant sous un vocable qui est un vocable totalement inapproprié. Ce vocable, c'est quoi? C'est celui de professeur. Ils vont vous dire, voilà, moi qui suis professeur ici ou là, je vais vous dire ce qu'il faut faire. D'abord, vos interlocuteurs, il faut savoir à qui vous avez affaire. Il y a des groupes entre étudiants, et parfois dans les étudiants, il n'y a pas que des étudiants. Pour ma part, je suis très mal placé pour le dire, j'interviens régulièrement sur le groupe justement d'entraide des étudiants en droit, et dans le cadre de ce groupe-là, justement, j'ai jamais fait cas, je me suis jamais fait passer pour un étudiant, je n'utilise pas non plus le terme professeur, je ne suis pas professeur, je suis maître de conférence, il y a une différence. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui enseigne simplement un petit cours dans une structure privée et qui derrière se dit professeur, parfois il y a une certaine confusion qui s'opère. Vos interlocuteurs, s'ils vous parlent du CRFPA, je pense que la moindre des choses serait qu'ils avancent à visage découvert en vous disant « Voilà, pour ma part, j'ai le CRFPA,
ou j'enseigne à l'université, ou j'enseigne dans une structure privée. Là, au moins, les choses seraient claires. Si ce n'est pas le cas, méfiez-vous des différents conseils qui vous sont prodigués, ces faux séminaires de méthodologie par des gens, ici, qui n'ont pas passé le CRFPA et quand ils l'ont passé, ne l'ont jamais réussi. Donc, méfiez-vous de ces différents points. Alors, comment est-ce qu'on fait pour séparer les deux? Moi, j'ai toujours eu quelque chose, mais ça, c'est lié au fait que j'ai été avocat. Cet aspect, c'est la contradiction. Un bon conseil est toujours un conseil dans lequel on se reconnaît. Si, en écoutant cette vidéo, vous vous dites, tiens, vraiment, ça me parle, c'est justement mon cas qui est traité, eh bien, dans ce cas-là, ça signifie simplement que cette vidéo, elle est faite pour vous, puisque les conseils qui vont y être prodigués sont adaptés à vous. Si par contre, vous vous dites, oulala, lui, il dit n'importe quoi, moi, il me faut une année dédiée, eh bien, très bien, ça signifie simplement qu'il faut que vous preniez des conseils ailleurs. Prenez comme ça différents conseils, comparez les avis qui vous sont donnés pour prendre une décision et personne ne renforcera pour vous la dite décision. Voilà, essentiellement, on va dire de façon générale, les grandes lignes que l'on peut dire sur ces différentes interrogations. Après, il y en a une autre, c'est une interrogation qui est une interrogation organisationnelle. C'est-à-dire que concrètement, si vous passez le CRFPA en septembre, il faut que vous soyez, le jour de l'examen, une machine de guerre. Pour ce faire, il va falloir se préparer, faire un programme de révision. Ce programme de révision doit combiner les différentes matières de la façon la plus approfondie. Vous ne devez pas omettre, quand vous avez droit au code, que vous devez ici vous familiariser avec les différents codes. Vous ne devez pas omettre non plus, dès à présent, compte tenu de son volume, de son coefficient, que vous avez une épreuve très importante du grand taux qui vous attend derrière. Si vous le pouvez assister à des conférences, il y en a encore quelques-unes très intéressantes, il y a des cycles de conférences à la Cour de cassation. Vous avez également des structures, pour ma part j'organise fréquemment, dans le cadre de Subbarreau, dans le cadre du groupe Actualité CRFPA, des cafés-débats. Il va y avoir un pénal trophy absolument exceptionnel avec Maître Bertrand Perrier d'Eloquentia qui va intervenir le 7 juin, un café-débat avec Maître Armand Sarfati qui a rédigé Chronique d'une jeune avocate, où vous allez voir justement, vous allez pouvoir le jauger la réalité. N'oubliez pas que dans le grand taux, il y a une partie du programme qui porte sur la culture juridique générale. Cette culture juridique générale, elle n'est pas innée, elle s'acquiert par des bouquins, assister à des colloques, et ainsi de suite. Alors, je vous donne un exemple qui est tout simple, mais vous pouvez bien évidemment me poser vos questions. Un exemple qui est tout simple, c'est simplement à l'occasion d'un pénal trophy, l'un de mes collègues a posé une question sur la fameuse erreur du menuisier. Alors, l'erreur du menuisier, simplement pour les néophytes de cette question-là, ça aurait été, parce qu'il y a bien sûr plusieurs versions, une erreur historique qui a consisté au moment où on a bâti les palais de justice, à mettre le magistrat du parquet, non au même niveau que les autres parties, mais au même niveau que les magistrats du siège. Quand on parle de cette idée-là, moi, parfois, ce que j'aime faire pour mes étudiants pour voir s'ils sont capables, s'ils sont prêts pour cette épreuve du CRFPA, c'est leur poser des questions. Comme ça, tout simple, erreur du menuisier. Combien de temps est-ce qu'ils peuvent tenir? On peut partir, à partir de ce simple constat, d'un certain nombre d'éléments d'actualité. En Outre-mer, dernièrement, vous avez eu justement un palais de justice qui a été refait, et là, on a remis au même niveau magistrat du parquet et la défense. En faisant ça, ça a suscité justement un certain nombre de réactions de la part des magistrats ou de tel ou tel syndicat de magistrats qui elles-mêmes ont suscité des réactions du barreau. La Cour européenne en a également été saisie. Ne s'agit-il pas d'une atteinte au principe d'égalité des armes, le fait de les avoir de façon déséquilibrée? Bref, vous avez énormément comme ça de petites anecdotes autour des palais de justice. Il y a une petite bibliographie à connaître. Cette petite bibliographie, elle est assez intéressante. On pourrait distiller au fur et à mesure. Alors, on peut imaginer différents aspects. Aujourd'hui, quand même, on est à l'ère du numérique et on peut assez facilement avoir accès à des ressources qui sont des ressources diverses et variées. Mais pour ma part, pour une personne qui souhaite acquérir quelques connaissances en pénal ou de la hauteur dans la matière, lire Foucault, Surveiller et punir, c'est quand même ici quelque chose d'absolument et de tout à fait exceptionnel. Vous avez comme ça de nombreux ouvrages qui sont des ouvrages qui sont parfaitement adaptés pour les différentes épreuves que vous êtes susceptibles d'avoir. Bon. Voilà ce qu'il en est. Après, dans votre façon de réviser, une nouvelle fois par rapport au manuel.
Si vous révisez seul, sans structuration par le biais ici d'un IEJ ou d'une prépa privée, l'une des difficultés, c'est la suivante. L'examen est une consultation ou un cas pratique. On ne travaille pas de la même façon une consultation ou un cas pratique. C'est-à-dire que tout l'historique mérite une importance largement moindre. Le droit comparé, ici, n'a pas, sauf, alors, il y a des matières très spécifiques de ce point de vue-là. Je parle du droit comparé, pas l'aspect du droit international privé. Le droit comparé n'a pas à être pris en ligne de compte. Déjà, sur certains manuels, ici, vous avez éliminé un bon tiers du manuel. Alors, ce faisant, c'est la raison pour laquelle je vais vous inciter à, justement, bien choisir vos sources, qui sont vos différentes sources de révision. Alors, voilà, on va dire mes conseils généraux par rapport à cet examen et les conseils que vous êtes susceptibles de vous poser. Je vous incite tout particulièrement à faire attention. Il est une technique qui est une technique commerciale, usitée par certains, qui consiste ici à mettre en panique les étudiants pour leur vendre n'importe quoi. Faites attention à vous, prenez des renseignements de ce point de vue-là. On est toujours susceptible de préparer, mais de façon différente par rapport au CRFPA des autres années, le CRFPA en un été, peut-être de façon un peu plus longue, en mettant le paquet sur certaines épreuves, notamment l'option, et sur le choix des options également, il y a un certain nombre d'éléments à dire. Alors, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions, que ce soit après cette vidéo, puisque là, je vais la terminer en quelques instants. Je répondrai bien évidemment à toutes vos questions à cette occasion-là et simplement pour vous souhaiter bonne chance, bon courage. Mais avant cela, avant de vous laisser, il y a un élément sur lequel je n'ai pas suffisamment insisté, c'est la motivation. Si vous souhaitez devenir avocat, ce n'est pas anodin. Il y a quelques étudiants encore qui pensent que devenir avocat, c'est comment dire ici, c'est voilà, on va être avocat, donc du coup ici, bien évidemment, c'est la gloire et la richesse qui s'ouvrent à vous. La vie d'avocat correspond pas exactement à ce qui peut vous être véhiculé. Quand on veut devenir avocat, les étudiants qui souhaitent devenir avocat aujourd'hui, moi je ne vante que leur courage. Quand j'ai passé l'examen, c'était beaucoup plus facile que ça n'est à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui vous prend ici, aux tripes, et quelque chose qui vous pousse à avoir envie de réussir. Il n'y a rien qui est impossible. Donc, Marlon, parce que véritablement c'est vous qui m'avez donné l'envie de faire cette vidéo, si vous avez envie de passer l'examen, passez-le. Avec votre motivation et votre rage, vous allez réussir. Et tout au long de l'été, régulièrement, souvenez-vous pourquoi vous voulez devenir avocat. Vous avez un rôle à jouer. Ce rôle, c'est quoi? C'est de se dire, moi, avocat, je serai susceptible d'influencer la justice. Je pense que c'est ça le plus important. C'est-à-dire, vous êtes avocat. Être avocat dans une cité, c'est vivre dans le cadre de cette cité-là et être susceptible de faire avancer la justice. Ce sont vos plaidoiries, vos écrits qui permettront de faire avancer des jurisprudences, de susciter des réformes. Il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, je vous le dis franchement, personne n'y croira pour vous. Et moi, régulièrement, ce que je vois sur les réseaux sont des aspects avec des éléments, des étudiants qui se dévalorisent. Écoutez, je vais être franc avec vous, ce n'est que lorsque vous vous heurterez et de façon systématique à des échecs que vous pourrez abandonner. N'abandonnez pas, accrochez-vous à vos rêves, ils sont parfaitement légitimes. Vous trouverez toujours, ça et là, des grincheux pour vous dire que ça ne fonctionnera pas. Je vous assure, j'en connais énormément. Moi, je vous dis simplement, on va dire les yeux dans les yeux, vous allez réussir parce que vous le voulez. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous souhaitez dialoguer, engager le dialogue avec moi. Je vous remercie, au revoir.